Salut à tous, nous voilà de retour, c'est Bismart, une heure de débat sur l'actualité économique et présidentielle du jour et du moment. Alors, du moment, ça date d'il y a 2 jours. Moi, je dois vous avouer, on va en parler avec les invités, puis on va peut-être en parler très longtemps d'ailleurs, parce que c'est un sacré choc dont on reparlera d'ailleurs encore la semaine prochaine. Donc, étude de Rexecode, donc vous avez sans doute entendu parler, hein, elle a 36 heures maintenant, mais je vais tout vous redonner, malgré 10 ans à peu près de politique de l'offre, hein, ce qu'on appelle politique de l'offre, au service des entreprises, baisse de charges, on a essayé de dynamiser l'ensemble de l'offre industrielle française. Eh bien, notre compétitivité continue à s'éroder au sein de la zone euro. Là, on ne parle pas, parce qu'on avait des signes autour du commerce extérieur, ça on les a mois après mois, les chiffres du commerce extérieur, on se rendait bien compte que ça allait mal se passer, mais à la limite c'était presque une bonne nouvelle, parce que on disait, ben oui, on est en train de s'équiper en électronique grand public massivement, bon ben voilà. Ok, on sait bien que ça ne vient pas de chez nous. Mais là, c'est au cœur de la zone euro que notre compétitivité, nos parts de marché continuent à décroître. Sacré sujet quand même, sacré sujet. Un petit coup pour finir la semaine autour du CAC 40, des super profits du CAC 40, le pouvoir d'achat qui reste évidemment une sorte de musique de fond permanente dans nos débats économiques du moment. Et puis si on a le temps, on parlera crypto et retraite. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Isabelle Mas, salut Isabelle, associée Vae Solis, Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu, président fondateur de SIA Partners, tu fais partie de ceux, mais justement, j'ai envie de t'entendre là-dessus, qui sont censés redonner un petit peu de compétitivité à notre industrie. Merci. Bonne chance. Et puis Nicolas Marquez, salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari, tu travailles évidemment énormément hein, sur l'ensemble de ces questions. Donc, rapport de Rexecode, on va en voir la couverture. Denis Ferrand, d'ailleurs, le directeur général de Rexecode, il sera avec nous dans une dizaine de jours. Non pas lundi prochain, mais lundi d'après. Donc on y reviendra très très largement, parce que moi je vous dis, je vous le disais en sommaire, mais pour moi c'est un choc. Donc la France perd des points dans tous les secteurs. Et ce n'est pas simplement une compétitivité qui s'érode doucement. Non, ce que dit Rexecode, c'est on retrouve une pente comparable à celle que nous avions dans les années 2000. Donc, c'est-à-dire que c'est à nouveau une perte de compétitivité spectaculaire et encore une fois au cœur de l'Union européenne. Et vous voyez le graphe. Alors, il y a évidemment que c'est boulot de Rexecode, il y a toujours beaucoup de graphes. Celui-là est pour eux le plus significatif, c'est-à-dire que c'est lié à la part de production industrielle au cœur de notre pays, mais pas seulement. Donc, sur l'ensemble des productions industrielles, on a perdu de la compétitivité. Il nous reste vin et spiritueux et cuirs et peaux. Voilà, c'est les seuls éléments marchands sur lesquels on résiste. Donc, lien direct avec la poursuite de la désindustrialisation, mais pas seulement. Ce que Rexecode met aussi en avant, il y a toute une partie quali dans leur étude, et le mix perçu aujourd'hui de la production industrielle française, c'est toujours prix élevé, qualité médiocre. Je le disais, tout ça, Nicolas, tiens, je vais démarrer avec toi, tout ça après 10 ans de politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on fête les 10 ans du rapport Gallois. Ouais. On a eu le CICE transformé en baisse de charges. On a eu ensuite avec Macron toutes les réformes autour du Code du travail, de la flexibilité donnée au temps de travail. On a à nouveau des baisses de coûts du travail d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le confirmes, mais en termes de coûts du travail horaire dans le secteur manufacturier non marchand, on est à peu près kiff-kiff avec l'Allemagne. Tout ça aujourd'hui. En net, on est à peu près kiff-kiff. 42 € de l'heure, je crois, à peu près. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on parle beaucoup de politique de l'offre, mais vous savez, plus on en parle, plus le problème subsiste. Parce que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, quand on regarde ce que dégagent nos entreprises en excédent net d'exploitation, il y a 41% qui est fiscalisé, parce qu'on a 2 couches de fiscalité en France. Et c'est fondamental. Hein. On a la couche traditionnelle, l'impôt sur les sociétés, et là, on est en train de s'aligner. Non, mais attends, Nicolas, je te coupe tout de suite. En gros, la baisse de prélèvements sur les 10 dernières années, c'est à peu près 55 milliards. Qu'il reste encore... Tu contestes ce chiffre ? Je conteste l'intérêt de ce chiffre. C'est fondamental parce qu'on a beaucoup de prélèvements et donc on a fait des baisses de prélèvements pour compenser ça. Mais c'est parce qu'on a gardé beaucoup de prélèvements. On a gardé 2 couches de fiscalité. On a la fiscalité du partage des bénéfices, qui est traditionnelle,
Et là, on s'aligne sur la moyenne européenne. Et on a un autre impôt sur les sociétés qui est mal calculé, qui s'appelle l'impôt de production, qui est pris que la société soit rentable ou pas rentable. Oui, quand on regarde... Ça ne devrait pas continuer à se dégrader. Tu sais, Si. au moins, ça se serait stabilisé avec 55 milliards. Non, parce qu'aujourd'hui, une entreprise italienne, elle paie 23% d'impôts sur ce qu'elle dégage. Une entreprise aux Pays-Bas, elle paie 21%. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 23%. Chez nous, c'est 41%. On a l'impôt sur les sociétés et on a l'impôt de production. Donc on a 2 fois plus de fiscalité que nos voisins. Alors, on parle beaucoup de politique de l'offre parce qu'on a fait une petite politique de l'offre pour améliorer les choses et elle va dans le bon sens. Mais concrètement, l'écart de compétitivité reste majeur parce qu'on n'a toujours pas traité le sujet des impôts de production. On a la fiscalité visible, là on est en train de s'aligner, et c'est bien pour l'attractivité. Mais quand on regarde la compétitivité, il faut regarder tous les impôts que paient les entreprises, moins les subventions qu'elles touchent. Et quand on fait tous les impôts, moins les subventions, ça représente 41% de ce qu'elles dégagent avec leur activité économique, contre 23% en moyenne dans l'Union européenne. Mathieu ? Oui, moi je Ça reste le sujet pour toi. Moi, j'avoue, Nicolas, j'ai des doutes parce que tu as quand même eu une baisse de prélèvement massive et tu n'en vois aucun résultat. C'est pas vrai ? Pas le moindre. Ça serait encore pire si on n'avait pas fait ça. Et d'ailleurs, si on a fait ça, c'était pour éviter que le chômage s'emballe. On aurait on a 1 300 000 chômeurs en trop par rapport à l'Allemagne. C'est impossible de chiffrer, mais on serait à 1 500 000, 1 600 000, 1 700 000 en trop. On aurait un chômage encore plus élevé. Donc on a limité les dégâts avec ces baisses, mais on n'a pas réussi à relancer la machine. Mathieu ? Oui, moi je ne suis pas complètement surpris par ce constat. Et effectivement, le problème, c'est ce qui reste et ce qui est toujours bien pénalisant par rapport à l'ensemble des secteurs dans lesquels on peut travailler. Moi, je dirais qu'il faut distinguer attractivité et compétitivité. La bonne nouvelle, quand même, c'est que l'attractivité de la France s'est redressée sur ces 10 ans. Et ça, quand tu lis l'enquête de Rexecode, en fait, alors pardon, mais elle est vraiment très fournie, c'est un vrai gros boulot qu'ils ont fait. Tous nos communiqués de victoire autour de nos investissements étrangers sont en partie remis en cause quand même. C'est-à-dire que tu as pas mal d'investissements immobiliers, quoi, en gros. Voilà. Mais investissement de production... moi, je pense que de toute façon, c'est d'abord l'attractivité et ensuite la compétitivité. Il y a quand même un enchaînement mécanique entre les deux. Moi, je note aussi que, il y a eu, effectivement, ça fait 10 ans qu'il y a des politiques de cette nature. Mais bon, la première partie était quand même assez peu puissante. Et puis surtout, je pense que là, ça fait que très peu de temps en fait qu'on a démarré la baisse des impôts de production et donc ça s'est fait en plein ça c'est vrai, tu peux pas en voir les effets et qu'on peut pas tout de suite voir les effets de cette approche-là. Et le CICE c'est pas anecdotique quand même. Mais c'est des dizaines de milliards qui ont été rendus à l'industrie. Mais aussi pas forcément sur des emplois très qualifiés. Hein. Donc c'est quand même il y a quand même des effets de seuil et que le problème au-delà des impôts de production, ça reste quand même la compétitivité du travail qualifié en France. Et qui Bruno Le Maire l'a évoqué récemment, donc je ne sais pas si le président lui-même le prendra à son compte dans le programme, mais il y a un énorme problème de charge salariale sur les ingénieurs. Et donc, ça s'arrête, le CICE s'arrête à 2,5 SMIC, oui. C'est ça, c'est le chiffre que j'ai en tête. C'est là ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est là où démarrent les techniciens. Et c'est là où démarrent les salaires industriels. Donc on a, moi je suis pas totalement d'accord dans l'histoire de la politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on a quand même travaillé plutôt à traiter le chômage de masse. Mais on n'a pas créé les opportunités sur le travail qualifié. Donc je pense qu'il faut se projeter sur la suite, c'est-à-dire qu'il y a quand même un consensus qui se dégage malgré tout sur le fait qu'il faut continuer la baisse des impôts de production. Moi je pense qu'à titre personnel, le meilleur plan de relance aurait été de les supprimer. Mais bon, en tout cas, on est dans cette trajectoire qui a été engagée. On a l'impression quand même que même si on se remet 5 ans en arrière, ça paraissait pas si évident que ça qu'on rentre dans cette mécanique-là. Là, on y est. Et quand même, je veux dire, après, les impôts de production, on sait aussi où ils vont, qu'est-ce qu'ils financent, et c'est pas si simple que ça politiquement à faire. Donc là, on est dans cette dynamique-là, et je crois qu'il faut rester positif de ce point de vue-là, mais il faut accélérer là-dessus, et puis travailler sur la baisse du coût du travail qualifié, parce que là, il y a un énorme problème. Isabelle. C'est vrai que quand on voit effectivement CICE plus récente baisse des impôts de production, mais aussi les lois El Khomri et les lois Pénicaud sur le droit du travail, très important, ça, quand même il y a eu
les entreprises, flexibilité. les entreprises ont eu beaucoup d'avantages qui ont été remises dans leur camp. Et donc, mais c'était il y a 5-6 ans. Le CICE, c'est quoi 6 ans un gros projet industriel, on dit qu'il faut 7 ans pour le développer. Un vrai gros projet Ça a plus de 7 ans, le CICE. Non, oui, voilà, c'est 2013. 7-8 ans, donc on en a les effets. Après, l'évaluation, quelle est-elle? Il faudrait qu'on ait l'évaluation pour voir si cet effet est direct ou pas, parce que là, on a du mal à le voir. Avec l'effet Covid, ça brouille aussi un petit peu, à mon avis, l'évaluation, parce qu'il y a de l'effet Covid dans ces chiffres-là aussi. Donc, il y a ça. Mais après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on va continuer. A priori, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas, parce que le transfert des impôts de production vers d'autres impôts, je crois que c'est comme le transfert des charges sociales vers des impôts comme la CSG, etc., qui soient plus larges, avec une assiette plus large. Je pense que ça va continuer, c'est naturel, il faut le faire. Mais après, on a quand même un coût du travail horaire qui est équivalent à celui de l'Allemagne. Donc, c'est bien qu'il y a un autre problème et qu'il n'y a pas qu'un problème de coût du travail horaire. Enfin, il y a le dernier bouquin de Cohen qui est sorti sur la souveraineté industrielle. Juste donner les chiffres quand même. Donc, c'est à peu près 42 € de l'heure le coût du travail horaire dans le secteur productif marchand. Les Italiens sont... J'ai 39 en fait. Hein, oui, enfin bon, allez, 39-40. Ouais. Les Italiens sont autour de 25-26. Oui, mais si tu te compares à l'Allemagne, on n'est pas loin. Mais si tu veux descendre à 26, laisse tomber. Quoi. Non, c'est justement ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Ouais, on est dans un coût qui est comparable à celui de l'Allemagne et qui sera jamais comparable à celui des PECO, des pays de l'Est, ou à celui de l'Italie. C'est pas la peine. Donc on est concurrent avec l'Allemagne ou les pays du Nord. Donc il faut produire des produits, c'est ce que tu disais, de qualité. Donc on a un travail sur la recherche et sur la montée des compétences qui est celui-là qui est à faire. Donc Eli Cohen vient de sortir son nouveau bouquin, je ne sais pas si tu l'as vu, sur la souveraineté industrielle. Il sera là lundi prochain. L'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire des batteries, on va faire des microprocesseurs, on va faire de la biotech, on va faire de l'industrie, d'accord, mais de l'industrie à valeur ajoutée. Donc, il nous faut des compétences à valeur ajoutée. La formation. Nicolas, encore un mot là-dessus. Parce que vous êtes tous assez confiants sur l'idée qu'on continue, etc. Et tout. Le problème, c'est que cette étude, elle donne des armes, et c'est certainement pas la volonté de Rexecode, mais ils sont honnêtes, elle donne des armes à l'ensemble de ceux qui disent on a trop donné aux entreprises, on a trop donné aux patrons, tout ça part en dividendes, etc. Enfin, tu connais le discours classique de notre pays, quand même. Et c'est vrai qu'il faut casser la caricature, parce que le CICE, ça a profité aux entreprises, ça a profité aux salariés. Ça a profité aux personnes qui n'ont pas perdu leur emploi. Concrètement, tu as raison, ça se mesure pas. On raisonne toujours un peu comme avec une dichotomie stupide. Certains pensent qu'il y a les impôts payés par les entreprises et les impôts payés par les ménages. En fait, économiquement, c'est pas vrai. Hein. Quand on augmente la fiscalité sur une entreprise, qui paye? Il y a 3 types de personnes qui payent. C'est ou le consommateur, s'il est prêt à payer plus cher, clairement. Et donc, la critique sur les produits français, c'est qu'ils sont plus chers. Pourquoi ils sont plus chers? Parce qu'il y a plus d'impôts. Et dans certains cas de figure, les consommateurs acceptent de payer. C'est où le salarié, s'il est prêt à participer, à travailler dans cette entreprise pour moins cher. Et clairement, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. C'est pas étrange dans un pays où on fiscalise beaucoup. Il y a beaucoup d'impôts de production. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a moins pour payer le salarié. Ou l'actionnaire. Et l'actionnaire, comme il est mondialisé, il n'est pas prêt à prendre la perte. Donc finalement, quand on fiscalise trop des entreprises, avec trop d'impôts de production, trop d'impôts sur les sociétés, c'est souvent le salarié qui trinque. Alors tu nous amènes à autre chose à rajouter, Mathieu, là-dessus, parce que tu nous amènes très bien aux 2 autres sujets qui sont connexes, parce que qui sont en partie liés. Donc effectivement, tout ce qui tourne autour du pouvoir d'achat, donc là ça y est, c'est principale préoccupation pour 52% des Français, Ipsos Le Monde. Alors il y a une enquête de l'UNSA. Alors l'UNSA, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'UNSA d'ailleurs, parce que c'est pas le syndicat le plus connu, mais c'est certainement pas le plus révolutionnaire. L'UNSA, moi je me souviens quand à l'époque on discutait avec Sophie de Menton chez Éthique, Sophie m'avait dit une fois, c'est les seuls avec qui je peux parler. Voilà, l'UNSA, c'est vous dire que quand même, les gars sont quand même assez centristes, peut-être même un peu à la droite de la CFDT. Donc, enquête de l'UNSA auprès de plus de 40 000 salariés, dont une majorité de syndiqués. Et c'est là où c'est quand même super intéressant. Parce que, donc, forte demande de hausse des rémunérations, l'acceptation de la contrainte de modération salariale en lien avec le chômage ne passe plus. Je trouve ça, c'est le premier truc qui m'intéresse beaucoup. Et ils mettent le revenu minimum à 1 789 €, c'est-à-dire au revenu du salaire médian. Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Si effectivement, tu allèges un petit peu le poids de l'État et la différence entre le brut et le net, tu peux sans doute arriver à un salaire qui serait considéré comme légitime. Mais cette idée que ça ne passe plus, là, parce qu'il y a eu ça aussi, dans ce qu'on a donné à l'industrie, c'est quand même aussi 10 ans d'austérité salariale. Ça t'intéresse, Mathieu? C'est-à-dire dire arrêtez de nous raconter n'importe quoi. L'idée qu'avec des salaires bas, on lutte contre le chômage, on n'y croit plus.
Oui, et puis je pense que ça se traduit dans l'agenda politique et même dans la campagne telle qu'on est en train de la vivre. Tout à fait. En fait, finalement, le chômage est descendu, a dégringolé en termes de priorité, et en fait, alors qu'on pourrait promettre la société du plein emploi, ce que les gens veulent, c'est la société du pouvoir d'achat. Donc Voilà. en fait, donc c'est exactement dans cette dichotomie-là qu'on est. Et au fond, les programmes des candidats sont bien là-dessus, alors que sur un plan macro, on sait qu'il y a trop de pouvoir d'achat en France. Donc par rapport à la compétitivité réelle et les évolutions de la productivité dans la durée, etc. Donc il y a une équation assez Comment complexe. attends, parce que la phrase, elle est quand même provocatrice. Là, il y a trop de pouvoir d'achat. Comment est-ce que tu mesures le fait qu'il y ait trop de pouvoir d'achat? Pas macroéconomiste, mais enfin, on voit bien qu'il y a dans la balance des paiements courants, il y a un problème. Bon, voilà, donc il me semble que c'est Parce que cet argent sert à acheter des produits chinois, quoi, pour résumer le truc, quoi. On voit bien qu'à chaque fois qu'on fait des plans de relance, ou si on donne du pouvoir d'achat, ça va aggraver notre déficit extérieur. Donc bon, on le sait. Oui, mais à ce moment-là, tu peux dire il y a trop de pouvoir d'achat, ou tu peux dire il y a un mauvais mixte productif au sein de notre pays. Qui fait qu'on achète pas ce qu'il faut. Non, mais c'est voilà. Non, mais c'est sûr. Mais bon, là, en tout cas, on est face à cette, je dirais presque un impasse politique, parce que c'est un discours responsable et difficilement entendable dans le contexte qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et quand on regarde le partage de la valeur ajoutée, il s'est déformé avec plus pour les salariés. Tu sors ça d'où, Nicolas? Parce que moi, je vois sans arrêt une grande stabilité de ce partage de la valeur ajoutée. Eurostat. D'accord. Eurostat, on prend la valeur ajoutée nette, une fois qu'on a neutralisé l'aspect destruction de capital fixe, et on voit quoi? On voit qu'on a un peu plus pour les salariés en France qu'ailleurs, et on voit que l'excédent que réalise l'entreprise, il est 2 fois moins élevé. Donc en fait, on a un tissu économique dont la rentabilité fond, comme neige au soleil, clairement, elle est 2 fois moindre qu'ailleurs. Et en partie au profit des salariés. En partie au profit des salariés et surtout au profit de l'État. Parce qu'on revient à notre couche de fiscalité d'impôt de production, je suis désolé. Ça, on ne lâchera pas là-dessus. Elle est béante. Molinari, non, juste je dis un mot pour ceux qui savent, mais Molinari, à chaque fois, ça fait une polémique que j'adore d'ailleurs, parce que ce calcul, on a le droit de le faire pour les ressources que l'on prend à la planète Terre, par exemple, mais on n'a pas le droit de le faire pour les impôts. Et donc, tous les ans, Molinari, vous le faites tous les ans, On le fait tous les ans. Voilà, tous les ans, Molinari calcule le jour à partir duquel on commence à travailler pour soi. Tout à fait. Alors ça c'est la présentation quand on veut faire du buzz. Nous, on calcule ça avec EY, dans toute l'Europe, tous les ans. On regarde ce que paie l'employeur et ce que touche le salarié. Et on voit qu'on est quasiment les champions. En France, il faut 120 € de charges et d'impôts pour avoir 100 € de pouvoir d'achat. Alors, il y a les Autrichiens qui nous battent. Il faut 120 €. Donc, ce qui veut dire que 100 € de salaire net, ça coûte 220. Exactement. Voilà. Et dans le reste de l'Europe, en moyenne, c'est 185. Il faut que l'entreprise sorte 185. C'est la mère de toutes nos 100 batailles. € de pouvoir d'achat. Donc, on a le sujet à la fois sur les entreprises et à la fois sur les salariés. Et clairement, c'est notamment le choix de notre modèle social. On finance toutes les retraites qui sont la première des dépenses. On les finance toutes en répartition. Ça veut dire qu'il faut systématiquement appeler tout en prélèvement. On va en parler après des retraites, Nicolas. On va en parler après. Cette question pouvoir d'achat. Moi, sur l'UNSA, ce qui m'a intéressé, c'est une autre question Isabelle. qu'ils ont posée, c'est que, en fait, la plupart des sondés, 50%, enfin 48% citent l'encadrement des prix des premières nécessités et des loyers. Tu comme parles quoi, du moyen, sondage UNSA, là UNSA, comme un des moyens de reconquérir du pouvoir d'achat. Il y a ceux qui disent qu'il faut augmenter les salaires, effectivement, et puis il y a ceux qui disent, en répondant sur deux, qu'il faut encadrer les produits de première nécessité. Et ça m'a fait penser à aujourd'hui une autre étude qui est sortie, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui font des programmes il y a aussi des associations, et UFC Que Choisir publie ses 22 propositions pour préserver le pouvoir d'achat. Vas-y. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut encadrer ou limiter ou en tout cas réduire les coûts dans la banque, l'énergie et la grande distribution. Donc, que des services, parce que réduire les coûts chez Renault, où ça sera plus compliqué, c'est plutôt à Renault de le faire. Alors dans la banque, on évite, ils n'ont pas tort, on évite les frais de rejet les frais de rejet de chèques, les remboursements, les doublons Non, mais c'est la tous banque, les frais bancaires qui sont un peu contraints parce que tu changes pas de banque comme tu changes de voiture ou de chemise. Et donc ils disent il faut attaquer maintenant ces services. C'est ce que dit un peu l'UNSA. L'UNSA dit demander aux entreprises de réguler ou réduire le coût de l'énergie chez EDF. Donc,
Il va y avoir aussi des débats là-dessus, tu vois. Ça me surprend de l'FCQC parce que la grande distribution, c'est jamais. En plus, elle est encadrée aujourd'hui par 2 lois, donc on ne va pas vous imposer. Là, il suggère la de deuxième. supprimer le seuil de revente à perte, ce qui est quand même bizarre, parce que le seuil de revente à perte, il a une raison d'exister. Mais non, mais surtout, il est supprimé le seuil de revente à perte. Apparemment, Là, je il ne comprends existe pas. Là. encore. Interdiction de revendre un produit à un prix plus bas que celui à laquelle il a été acheté, c'est Egalim interdit. 2. Non, il est supprimé. Egalim 2 supprime la revente Pas à sur perte les produits non alimentaires. peut-être. Tu vois. Et Mais toujours est-il le qu'il va y système de avoir promotion. aussi une demande, pas que envers enfin, il va y avoir une demande envers les entreprises pour les augmentations salariales, mais pas uniquement. Il va y avoir des demandes sur les tarifs, les prix de l'énergie, les tarifs bancaires, etc. Donc il va y avoir plusieurs demandes d'entrée. Parce que c'est vrai que vous dites que d'un point de vue macroéconomique, le pouvoir d'achat, disons que le consensus, c'est qu'il s'est stabilisé, voire a légèrement augmenté. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça c'était hier. Aujourd'hui, on a quoi? On a une hausse des prix de l'énergie, on a une hausse de tous les produits alimentaires importés, de tous les produits importés, de toute façon, quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat. Et les gens ne regardent pas derrière, ils regardent aujourd'hui. Donc le problème de pouvoir d'achat, il est maintenant. Enfin, il est maintenant. Il est maintenant et demain. Il est en augmentation constante, hein, le pouvoir d'achat Oui, mais depuis 10 ans. Il a augmenté. Quand tu as l'essence qui monte de 15% en 2 semaines, ton pouvoir d'achat, il est érodé tout de suite. Quand Oui, l'énergie, sur 6 le mois, gaz, ça va durer 6 mois. Tout de suite. Ça va durer 6 mois, Isabelle. Non, c'est étonnant Les quand même. produits importés, ça ne va pas durer 6 mois. Hein. Et puis, ce qui est encore plus étonnant de la part d'une association que, encore une fois, je pensais assez sérieuse, c'est les prix de l'énergie. Donc là, l'État est en train de dépenser 25 milliards. 25 milliards, je ne me lasse pas de répéter ce chiffre, pour bloquer les prix de l'électricité pendant 4 mois. Et là, il demande la suppression de la TVA sur l'énergie, enfin sur l'électricité. Tu te rends compte les coûts que ça implique? Bien sûr. C'est évident. Phénoménal. Mais ça montre juste un rééquilibrage envers une demande vers les entreprises sur le pouvoir d'achat. Mathieu? Oui, non, mais je pense que si on veut rétablir du pouvoir d'achat, il faut remettre de l'efficacité dans la protection sociale. Donc là, et d'ailleurs, les candidats proposent très peu de choses, à part un petit peu de réforme de retraite, mais c'est assez marginal. Et il y a quand même cette question qui est fondamentale pour faire l'écart entre le brut et le net. À un moment donné, il faut remettre de l'efficacité. Donc Olivier Véran avait parlé de la grande sécu, des choses comme ça. Enfin, il y a un sujet d'inefficacité structurelle en fait des régimes de protection sociale. Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut rappeler que le pouvoir d'achat, il peut augmenter à un moment donné qu'à la condition que les gens montent eux-mêmes en gamme. Et donc moi, j'ai présidé une task force au sein du MEDEF où nous, on a proposé en fait de défiscaliser la promotion. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une requalification, tu montes en salaire lié à un changement de poste, là, on peut te proposer une défiscalisation pour recréer l'incitation à se former. Parce que le problème de fond qui est derrière tout ça, c'est que même si tu te formes aujourd'hui, tu fais un effort, eh bien, tu gagnes exactement la même chose après cette formation. Donc, tu n'as pas d'incitation à te former. Tout à fait. Et donc, c'est cette logique de dynamique c'est la mobilité sociale qu'il faut travailler. Et puis, le dernier point, c'est sur le pouvoir d'achat, il y a un énorme problème. On parle de l'énergie, mais on n'a pas beaucoup de moyens de le piloter. Par contre, le logement, je suis désolé, mais on entretient de façon structurelle une pénurie de logements qui fait quand même inflater les coûts. Et en plus, on crée des couches normatives absolument délirantes par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Là, pour le coup, c'est une responsabilité strictement nationale et qui plombe le pouvoir d'achat ressenti parce qu'on empêche des logements de se construire. Mathieu, je l'ai retourné dans tous les sens depuis 20 ans, notre crise immobilière. Tu ne sais pas par quel bout la prendre. Non. À la fin, tu retombes sur la responsabilité des maires, quand même globalement, qui bloquent le foncier. Voilà. Ce fameux adage, un maire qui bâtit est un maire battu. Voilà, il faut donner au préfet. Ah, ben, c'est ce que j'ai pensé aussi. Et là, tu tombes sur une impasse totale qui est que ceux qui pourraient le faire sont les députés, parce qu'il faudrait une loi pour créer un état d'urgence, tu vois. Sauf que ces députés, ils sont assez souvent maires, si tu veux. Et donc, ils n'ont aucune envie de voter, tu vois. Maintenant, ils sont détériorés. Ouais, mais ils ont des intérêts tels que, en fait, tu ne peux pas retirer. Et pour en avoir vraiment discuté en profondeur, mais notamment avec Alain Dinin, tu vois, le premier promoteur de France, retirer le permis de construire aux maires serait en fait une erreur. Tu renforcerais le pouvoir du léviathan étatique qui t'amènerait quand même une masse d'âneries mais tu peux faire aussi des inimaginables. dotations budgétaires au niveau des collectivités territoriales en fonction du rythme de construction. Enfin, il y a des choses en plus, comme si on leur enlève les impôts de prod, de toute façon, on peut s'amuser à mettre en place des mécanismes. Il y a aussi une autre façon de limiter le coût de incitative, transformation du bâti existant en nouveau logement, parce qu'il y a un surcoût quand tu transformes du bâti existant par rapport à quand tu construis. Et ce surcoût, c'est vrai qu'il pourrait être défiscalisé ou il pourrait y avoir une incitation sur la transformation du bâti existant. Non, mais il y a énormément de choses à faire, mais en fait,
fait, tu Mais sais jamais par quel bout le prendre. reste du débat. Mais pour revenir sur notre débat, là, qui est, enfin, pour moi, c'est la mère de toutes les batailles, hein, cette histoire effectivement d'efficacité du système social. Tu le vois dans les propositions, donc j'ai pris les principaux, ceux qui sont aujourd'hui en position d'arriver au second tour. On verra ce qui se passe du côté de Mélenchon si jamais à un moment il émerge. Zemmour, donc, mais à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire à chaque fois il crée des systèmes qui permettent d'échapper en fait aux cotisations sociales. Donc Zemmour, c'est possibilité d'une prime de 3 mois de salaire sans charge sociale. Pécresse, défiscalisation générale de toutes les heures supplémentaires après la 35e heure. Et Le Pen, exonération de cotisations patronales pour les entreprises qui augmente de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC en attendant le programme du président. Donc c'est ça, c'est l'idée qu'il faut sortir du système social qui pompe la richesse produite. Ouais, mais sans le transformer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mesures, mais qui ne sont pas Qui transformées. ne règlent rien. Qui ne règlent rien. Donc, marginal. c'est quand même assez effrayant. Mais moi je Ouais. trouve qu'en tout cas, dans cette campagne, je trouve que finalement, la question économique, on a l'impression que c'est quasiment dépolitisé. En fait. Oui. Voilà. C'est pas une campagne économique. Enfin, Non. Voilà. Et ça suit un quinquennat finalement économique qui est assez consensuel, en fait. C'est-à-dire qui correspond finalement à ce que pensent, en gros, les courants de pensée en France. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas certain qu'en tout cas, la campagne... T'étais où pendant les Gilets jaunes, Mathieu? T'étais quelque part Non, dans la mais- jungle birmane à dire que Non, mais les courants de pensée en France sont d'accord Ouais, mais, avec la politique ouais, économique je de Macron? dirais les partis de gouvernement, on va dire. Ah bah voilà, oui. Ouais. Voilà. Le cercle de la raison, comme disait Alain Minck à une époque. Voilà, mais en tout cas, du coup, il n'y a pas d'antagonisme finalement sur les questions économiques qui sont posées. On voit que les questions, elles sont posées ailleurs, donc c'est un peu frustrant pour Bismarck. Mais Non, oh, non. c'est non, de mais fait, c'est moi je considère pas un enjeu de campagne. À ce sujet d'ailleurs, une phrase que j'ai trouvée très intéressante, puis il est temps d'en parler si jamais elle devait prendre une courbe vers la chute. Donc parlons de Frédéric Lemoine, ancien patron de Wendel, de la société d'investissement Wendel, qui rédige le programme économique de Valérie Pécresse. Et il dit un truc sur les chiffrages, avec lequel je suis assez d'accord. Je voulais votre sentiment là-dessus. Donc en gros, on lui reprochait de ne pas avoir un chiffrage précis de l'ensemble des mesures mises en place par la candidate. Et il dit, ce sont des objectifs importants, mais on verra comment et à quel rythme les mener à bien. On ne peut pas écrire l'histoire du quinquennat mesure par mesure. Je suis assez d'accord avec ça, moi. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Les chiffrages comme ça, regarde Macron, quoi. Je veux dire, tu as un tas de chiffrages. Combien il voulait supprimer de fonctionnaires? 150 000. À l'arrivée, il y en a 6 000 de plus. Réforme des retraites, on va en reparler. Il a abandonné. Assurance chômage, c'est croupion. Enfin, je suis assez d'accord avec ça. Bon, clairement, il faut les faire. Il y a plein de choses qui sont faites et qui ne sont pas chiffrées. Et ce n'est pas très complexe. Je donne un exemple. On a beaucoup parlé de taxe GAFA. C'était facile de faire le chiffrage économique. Et c'était facile de dire que finalement, la taxe GAFA, elle ne serait pas payée par les gens du net américain, mais qu'elle serait payée par les consommateurs européens. Et d'ailleurs, les chiffrages qui ont été faits étaient bons. Parce que c'est un aspect isolé, il n'y a pas d'énorme interaction. On a tous vu que finalement, les produits qu'on achète sur Amazon, sur les marketplaces d'applications ou autres, sont un peu plus chers en France. Bon. Après, quand on est dans des sujets complexes, nous, on a fait un chiffrage sur les impôts de production. Tu nous l'avais donné la dernière fois avec passion. C'est complexe à faire et il y a plein d'hypothèses. Est-ce qu'on fait ça dans une période où tout va bien? Est-ce qu'on fait ça dans une période de boom? Est-ce qu'on fait ça dans une période de crise? Donc clairement, ce sont des outils. Il faut les avoir parce qu'on ne peut pas aller à l'aveuglette. Mais il faut savoir que c'est de la prévision. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tu es un peu d'accord avec, Oui, avec Lemoine? avec ce que dit Frédéric Demander Lemoine. un chiffrage à l'euro près, ça a quelque chose d'un peu absurde. Isabelle, t'en penses Oui, je quoi? suis tout à fait d'accord. Effectivement, de toute façon, on est dans une campagne présidentielle comme tout ordre de croyance. Il y a le camp de la gauche qui pense qu'effectivement, en augmentant les salaires et en relançant la demande, on va relancer l'économie. Il y a le camp plus hayekien, on va dire, qui dit supprimons 500 000, 200 000, 300 000 fonctionnaires et ça ira mieux, on va baisser les impôts de production et tout ira mieux. Donc il y a des croyances. Après, il y a les mesures délirantes comme, je ne sais pas, un revenu universel à 2 000 € par mois pour tous. Plus personne n'en a, des mesures délirantes. Mais dans les mesures normales, d'abord, il faudrait qu'on ait des économistes, une batterie d'économistes qui les chiffrent. Et puis, ça dépend comment on les applique. Est-ce que c'est 200 000 fonctionnaires? Est-ce que c'est 500 000? Est-ce qu'on attend les départs en retraite? Est-ce qu'on leur donne une prime? Donc,
La plupart des choses sont inchiffrables, Ouais. ou alors chiffrables vraiment au doigt mouillé, entre 10 et 30 milliards. Donc si la mesure n'est pas complètement délirante, je pense que la chiffrer, avant de l'appliquer, avant d'avoir tous les tenants et les aboutissants, ça c'est compliqué. Mathieu? Moi, je ferais juste 2 remarques. La première, c'est qu'en Allemagne, il y a une coalition qui est arrivée à la tête du pays avec un programme de coalition hyper détaillé, Ouais. mais non financé, Ouais. un trou de 30 milliards. Donc, si même les Allemands eux-mêmes, Ils ne calculent pas. ils font un calcul, mais en fait, ils l'ont mis un peu de côté. Donc, ça veut dire quand même que même les Allemands ne le font plus. Bon, donc, ça, c'est le premier C'est pas point. mal, t'as raison. Bonne remarque. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il fait plutôt écho au fait qu'aujourd'hui, on s'est habitué à vivre des crises, on est en état de crise permanent, c'est-à-dire qu'il y a eu les crises financières en 2008, la crise des dettes souveraines en 2012-2013 qui avait quand même pas mal en fait plombé le mandat de Hollande. Là, il y a eu la crise Covid. En ce moment, on a la crise énergétique. Et comme tu l'évoquais, de toute façon, si tu dois dépenser 25 milliards par trimestre, Bouclier quasiment, énergétique. Ouais. donc tu peux faire des micro-mesures à côté, mais tu as un tel tsunami que c'est très difficile. Et on vit en fait plutôt par impulsion. Et c'est pour ça qu'en réalité, ce pourquoi on vote aujourd'hui, c'est plus pour une capacité de gestion, une capacité d'avoir quand même quelques orientations, mais c'est ce sur quoi on va se positionner. Ouais, je suis assez d'accord. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart les amis, on repart passion crypto. Alors il y a 2 choses. La première chose c'est, alors juste Mathieu, c'est que je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, il y a 6 mois, quelque chose comme Oui. ça. Tu as été le premier, j'ai entendu ça. Il faut absolument, je rappelle, SIA Partners, cabinet de conseil, intégration des nouvelles technologies et de la modernité au cœur des process de production. Et tu m'avais dit, il faut absolument que les entreprises nomment un Chief Metaverse Officer. Voilà. Depuis que tu m'as dit ça, je vois partout des papiers qui effectivement confirment. Tiens, on va voir là si on peut voir l'image, parce que après, il y a la réalité de ce que les entreprises publient sur le métaverse. Et j'avoue, j'ai vu dans les Échos, donc la boutique en ligne du club Leader Price de Casino. Et on l'avait déjà vu, j'avais diffusé la vidéo qu'avait publiée Carrefour, quand Carrefour a acheté un terrain dans Sandbox, qui est un des métaverses aujourd'hui accessibles aux entreprises. Non mais c'est ridicule, c'est Atari quand même, leurs images, tu vois, là c'est... Parce qu'en fait, c'est des expériences immersives en 2D quand même. Bah oui, voilà, mais c'est pas ça le métaverse. C'est une partie des métaverses, mais c'est pas la partie. En plus, bon, que ce soit sur Sandbox ou Decentraland, il y en a un des deux il y a carrément pas de roadmap pour devenir en 3D. Ouais. Donc ils seront pas accessibles. Et puis il y en a un autre, ils disent peut-être à un moment donné. Et donc il y a toute une dynamique un peu spéculative qui est derrière. De fait, aujourd'hui, les chiffres de trafic, il y a 600-700 000 personnes sur chacun de ces environnements qui se baladent dedans. Donc c'est une grosse agglomération quand même. Donc donc c'est quand même une réalité en termes de trafic. Alors Carrefour n'a pas donné le montant. Il y a une boîte qui fait de la formation en ligne justement dans le métavers, donc on comprend pourquoi, qui a donné le montant payé pour acheter un terrain dans le Sandbox, 4,5 millions de dollars. Oui, et les mecs sont malades, c'est des Champs-Élysées. Enfin, ça dépend, mais après tu peux acheter des petits showrooms à 30-50 000 dollars et ça se fait très bien. Voilà, donc, mais pour avoir un truc en 2D avec un gars... Enfin, non, mais surtout, en plus, à un moment donné, ils peuvent tout à fait décider de recréer de l'espace complémentaire. Et donc, la dynamique immobilière traditionnelle, elle est quand même un peu challengée. Enfin, pour l'instant, c'est un physique, oui, voilà, c'est ça. Non, mais pour l'instant, c'est un peu un pari. Les maires ne peuvent pas doubler la taille de leur ville du jour au lendemain. Donc il va y avoir des choses comme ça. Après, ce qui est important, c'est les flux financiers qui commencent à transiter quand même. Ça, c'est clair. Il y a l'essor quand même des crypto-actifs et des stablecoins qui vont arriver là de façon assez importante. Et donc ça, c'est quand même des éléments, par contre, qui sont très, très transformants. Ok. Et donc, alors, sondage réalisé par KPMG Ipsos. Et alors là, je suis un peu tombé de ma chaise. Donc, 8% des Français détiennent des cryptos, ok, soit monnaie, soit NFT. Et donc, je ne vais plus dire ce que c'est qu'un NFT, parce que vous le savez forcément. Plus que des gens qui ont des actions en bourse. Hein. Ouais. 15% des Français savent ce qu'est un NFT. Je dois vous avouer que là, le chiffre m'a surpris. Et 30% des Français, KPMG Ipsos, c'est un vrai sondage, 30% des Français ont l'intention d'acquérir
soit des cryptos, soit des NFT. Isabelle, toi tu dis, vous êtes tous en train de devenir Tous fous. cinglés, les mecs. Non, vous n'êtes pas fous, vous aimez le casino, c'est pas grave, on a le droit d'aimer le casino. Ouais, voilà, c'est une ça. passion comme une autre. Déjà, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on appelle ça des monnaies. Appelons ça des crypto-actifs. Parce que c'est Rentrons un pas dans ce actif. détail. Rentrons Oui, pas mais dans ce c'est débat. important parce qu'une monnaie, je peux faire des choses avec un actif. Si j'achète un tableau, je peux l'exposer chez moi et puis c'est tout. Puis je peux le revendre dans 10 ans éventuellement. Là, on a un actif qui est quand même opaque, hyper opaque, qui est détenu par quelques-uns parce que les mineurs de Bitcoin détiennent 30% de l'actif, qui est utilisé par on ne sait qui, les mafias ou le blanchiment, qui, pour être produit, utilise de l'énergie. Alors on me dit c'est de l'énergie verte, mais en fait c'est de l'énergie dont les pays dans lesquels elle est produite ont besoin. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui commencent à interdire le minage. Le débat sur les cryptos, Et donc, si tu veux, Isabelle, c'est pas ça le et tu as sujet. des gens qui veulent acheter ça. Et quand tu regardes les détenteurs de ces produits, parce que le sondage parle des détenteurs, 37% des détenteurs gagnent moins de 20 000 euros par an. Donc ça fait 1 500, 1 600 euros par mois. Et ils sont plutôt très jeunes. Donc c'est juste quelques jeunes qui veulent s'amuser comme ils s'amusent sur les sites de paris en ligne ou les sites de casino ou de poker en ligne. Et ils se disent, tiens, je vais faire un peu de poker en ligne, je vais voir si je peux gagner un peu. Mais ce n'est pas pour diversifier l'épargne. Après, il y a sans doute une catégorie de personnes, dont je pourrais peut-être faire partie, qui veulent diversifier en se disant, si cet actif, on me dit qu'il va monter, pourquoi pas, achetons-en. Mais autre chose, moi, qui me perturbe, c'est qu'on essaye de faire acheter des actions aux Français depuis longtemps, et leur dit, il faut investir, parce que vous investissez dans les entreprises de votre pays, et puis en plus, vous toucherez des dividendes, dont tout le monde dit qu'ils sont extraordinaires. Donc faites-le. Il y a 10 ou 15% des Français qui détiennent des actions en direct. 6. Ouais, 6% détention hors directe. assurance vie, voilà. Et là, on lance un nouveau truc qui est un peu le casino et tout le monde se rue dessus. Je trouve ça complètement contre-intuitif, alors qu'en bourse, on a quand même une transparence des comptes des entreprises, une certaine analyse des analystes intéressante. On peut comparer les actifs. Nicolas, Puis on finance un actif réel. Et on finance en plus, on finance un actif réel. toi aussi ça t'affole, Qui n'est pas opaque et cette qui- passion crypto là. Écoute, moi je regarde ça intéressé, amusé, mais c'est vrai que mon sujet rejoint plus ce que disait Isabelle. C'est amener les Français sur des actifs réels qui financent le développement économique. Parce qu'on a un vrai sujet. Et on a aussi un vrai sujet de pouvoir d'achat. On en reparlera sur les retraites. Quand on épargne, Si on a gagne le des temps, je suis pas dividendes, sûr. Ce sera peut-être la prochaine fois. on fait des plus-values. Et donc c'est quelque chose qui se rend service à soi et qui rend service aussi à la collectivité, parce qu'on aide des entreprises à se développer, à créer la richesse, qui enrichit à nouveau les États parce que ces boîtes paient des impôts, qui enrichit les salariés parce que ces boîtes paient les salariés. Et donc on est dans un écosystème vertueux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça avec les cryptos et les NFT. Bah, moi, je trouve ça Mathieu. intéressant ce développement-là parce qu'on voit en plus qu'en France, enfin en tout cas en Europe, les établissements financiers ils essaient de bloquer quand même l'accès. Total. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Au contraire, les établissements financiers sont en train d'accompagner ces mouvements-là. Donc, je trouve que c'est Ouais, presque mais- une forme de défiance à la fois. Ça dépend. Quand on voit les vis- Anglais qui sont quand même des gens qui ont une très bonne réputation dans la finance, c'est quand même Londres, c'est la grande place financière européenne. Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre a comparé ses actifs à des actifs qui ressemblaient à ceux des prêts hypothécaires avant la crise de 2008, parce que maintenant on y introduit de l'effet de levier. Donc on a un actif que la plupart des gens ne comprennent pas, faut être honnête. Et on y met des effets de levier, on crée des instruments financiers à fort levier sur la base de ce sous-jacent Non, qu'on mais- a compris. il C'était dit ce les qu'il veut, prêts hypothécaires Isabelle, en il dit 2008. ce qu'il veut, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. La réalité, Mathieu a Oui, raison, non, c'est il que souligne le risque systémique. les indices boursiers américains intègrent aujourd'hui les cryptos, que les deux principales plateformes d'échange de cryptos sont cotées à Wall Street, Mais que Goldman Sachs permet à ses clients aujourd'hui d'avoir des comptes en crypto. Donc, Mais les grandes banques qui c'est la détenaient réalité des de ce prêts qui se passe. hypothécaires en 2008, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'elles C'est autre voulaient chose. aussi. Mais, hein, non, c'était- mais ce que dit Fannie Mathieu, Mae n'avait pas de problème en 2007. oui, mais c'est un autre sujet. Ce qu'il dit, c'est que c'est vrai que les Américains accompagnent aujourd'hui ce Et mouvement. puis, parce qu'il y a un mouvement de plateformisation aussi qui est en train de se développer sur le plan technologique, qui a quand même une valeur ajoutée concrète sur un certain nombre de processus. Après, il faut regarder aussi, voilà, donc nous, on accompagne des banques américaines aujourd'hui sur le développement de ça, et on anticipe un cadre réglementaire de la SEC qui est en train d'être discuté. Donc nous, on travaille déjà sur ce cadre réglementaire qui va arriver là-dessus, et puis d'ailleurs sur les stablecoins, il va arriver également. Alors, ce que je lisais sur... Alors, juste une petite explication, on a peut-être besoin stablecoin. La stablecoin, au contraire de la crypto basique type Bitcoin, elle est liée à une monnaie. C'est une vraie monnaie. J'ai lu, pour le coup, que la Réserve fédérale, ça ne lui plaisait absolument pas. Qu'à la limite, avec les cryptos, pourquoi pas, elle pouvait regarder ça.
que, en revanche, le dollar, c'est le dollar, et que personne ne répliquera le dollar. Est-ce que c'est C'est quelque chose... alors, c'est vrai que en Vas-y. fait, la Fed n'a pas de projet réel de e-currency, ce qui n'est pas le cas de la BCE. Ce qui est pas exactement. Mais en fait, pour moi, l'analyse, c'est que les Américains ont décidé de le déléguer aux boîtes de tech, en D'accord. fait, de créer cette interface de stablecoin. Mais une stablecoin, en fait, c'est un compte à vue. Oui. C'est pas donc en fait donc pas une ça va être aussi régulé. Donc, parce qu'en fait, il y en a qui peuvent aussi générer des intérêts. Hein. Aujourd'hui, sur Alibaba, en fait, on a des intérêts sur sa monnaie qui est inclus ou chez Tencent. Donc ça existe déjà. Donc c'est un compte à vue rémunéré, en fait, une stablecoin. C'est comme ça qu'il faut le voir techniquement. Ça, je sais pas. Donc il y aura un cadre réglementaire. Et la question, c'est est-ce que c'est les banques centrales qui elles-mêmes émettent ou est-ce qu'elles le délèguent à des acteurs privés? Ouais. Voilà. Donc, je pense que La question, BCE, effectivement, travaille sur sa voilà, fameuse essaie monnaie d'accélérer. digitale de banque Essaie centrale. d'accélérer son Et c'est ce son que dit timing. effectivement le gouverneur de la banque anglaise, c'est qu'il faut réguler et réglementer pour éviter des dérives et des cracks. Mais en tout cas, l'agenda réglementaire, il est enclenché. Et de fait, le Bitcoin, c'est juste un crypto-actif. Bon, voilà, c'est un actif et il va être régulé comme le n'importe reste. quel actif. C'est tout. Bon, moi, je ne vois pas de problème de fond. Alors après, on peut questionner le bilan énergétique, on peut questionner... Oui, La il faut pas qu'on rentre volatilité, là-dedans. surtout. Non, mais là, on n'en sort pas. C'est un autre je suis sujet, c'est un Et autre après, ce débat. qui serait intéressant, c'est de commencer à regarder quel est le nombre de boîtes qui commencent à avoir des tokens ou des crypto-actifs dans leur propre bilan. Et c'est ça qui va commencer à être aussi intéressant. Et de fait, les banques américaines... C'est là où ça va accompagnent devenir vraiment dangereux, tu vois. À mon avis. Tu vois. C'est là où je commence à vraiment m'inquiéter. Alors, Jusqu'à présent, bon, je suis d'accord avec Isabelle que Non, des mais- gars achètent un ticket de casino, à la limite, Alors, pourquoi il faudrait pas. une autre session, mais nous, Mais on si tu mets ta réfléchit- trésor en bitcoin, Non, si mais tu veux, on là. réfléchit avec des clients sur la tokenisation des bonus. Tu vois. Et en fait, parce que en fait, non, mais alors on évoquait des mesures de candidats pour échapper au système de la protection sociale. Mais en fait, quand tu commences à rémunérer des salariés en token, comme c'est un actif, tu n'appliques pas les charges sociales dessus, ou tu peux avoir même un régime fiscal qui soit différent, qui soit pas du revenu du travail. Ok, donc il commence à y avoir des entreprises qui réfléchissent à tokeniser une partie. Mais c'est pas possible. Ah bah, C'est un si. avantage boîtes en nature ou françaises, pas Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé avec Lionel Messi? Le PSG, je crois, c'est une boîte française. Mais c'est microscopique ce Ah non, qu'il y a dans son contrat. Ah, Effectivement, une partie de son contrat est payée en token, mais c'est microscopique. Ils ont dit que s'il n'y avait pas eu ça, il n'arrivait pas à boucler la boucle du financement de son arrivée. Et de fait, moi je peux te le dire, parce qu'il y a un certain nombre de boîtes qui réfléchissent à tokeniser pour sortir du système de rémunération traditionnelle. Voilà. Mais c'est énorme ce que tu nous dis. Mathieu. Je suis là pour ça. C'est énorme. Non, mais parce que, enfin. Non, mais c'est passionnant, c'est la conclusion de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire quand on décrit notre système d'impôt de production, de système social qui pompe la moitié de la richesse. En fait, c'est pas tenable. Ouais. Et donc la nature économique Et- va trouver un moyen d'échapper à Et tout c'est ça. l'utilité fondamentale de ces outils digitaux. C'est parce que pourquoi ça se développe aussi, c'est parce qu'il y a une défiance aussi sur les banques centrales. Il y a une défiance vis-à-vis du système bancaire. Et il y a une défiance vis-à-vis du système fiscal. Donc en gros, avec l'agilité des moyens numériques d'aujourd'hui, on réfléchit à une trouve toujours des utilité moyens. de ça. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. Nicolas, Ouais, c'est passionnant. Dans une société. c'est passionnant. Et il faut. Et moi, je regarde ça intéressé. Hein. C'est Mathieu, c'est vous les pros du sujet. En parallèle, je pense qu'il faut faire du re-engineering dans le système de protection sociale. Parce que clairement, on a un sujet retraite. Hein, on finance tout par la répartition qui coûte très très cher compte tenu de la démographie. Donc il faut mettre plus de capitalisation collective. On a aussi un sujet assurance maladie qui est un peu différent. Mathieu parlait tout à l'heure de la grande sécu. Moi, je suis inquiet vis-à-vis de la grande sécu. Ah, j'adore ce sujet, la grande sécu, parce que ça divise les libéraux, ça, la grande sécu. Je suis inquiet, pourquoi? Parce que quand on regarde la créativité, elle ne se fait pas dans la sécurité sociale. C'est vrai dans les retraites, c'est vrai en assurance maladie. La créativité, elle se fait dans les complémentaires. Oh non, Nicolas, non, je t'en prie. Si, Oh non, c'est pas possible. Créativité de quoi? si. Mais où est-ce que tu vois de la créativité? T'as une petite boîte comme Alan, là, qui te les pulvérise en 2 temps, 3 mouvements Ok. avec des applications qui marchent Ok. parfaitement et des remboursements en 24 heures. D'accord, mais Les gars, ils sont installés depuis 25 ans sur le plus gros des fromages de la République. Ils bougent pas une oreille. Et ils ne font que des coûts supplémentaires. C'est 8% de coûts supplémentaires de l'ensemble des dépenses de santé, les mutuelles, quand même. c'est pas vrai. Non, Nicolas. C'est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Quand on t'as raison. regarde qui a créé tous les mécanismes vertueux de prévoyance, c'est des acteurs type les sociétés de secours mutuels,
type les assureurs, ils savaient calculer. Et quand on regarde ce qu'on fait depuis 1945, on a sacrifié toute la prévoyance. On nous fait des plans endométrio, c'est le dernier, périodiquement tout le temps. Pourquoi on fait ce genre de plan? Parce qu'en fait, l'usine centrale, la sécurité sociale ne sait plus faire de prévoyance. Elle ne sait plus calculer. On a bien vu, moi j'ai un masque, on n'avait pas de masque au début. Ça coûtait rien par rapport au désagrément de Covid. Tous les sujets sont comme ça. Parce que les mutualistes, ils avaient des masques, non, pas plus. Mais les mutualistes, ils savent faire la prévoyance. Ils savent faire le calcul économique de base. Bon, écoute. Je te donne un autre exemple. Non, mais c'est passionnant ce sujet, parce que le problème, franchement, à partir du moment où la mutuelle est obligatoire, et elle l'est, ça devient un service public. Et là, les libéraux ont un problème, c'est que on dit grande sécu, vous nous refaites un call-cause. Mais le problème, c'est que c'est un call-cause. Et comme on double les coûts sur l'ensemble des couches de ce call-cause, c'est une des raisons qui fait que ce call-cause coûte une fortune. Et donc la solution, c'est sans doute de dire aux complémentaires santé, vous pouvez aussi gérer votre régime général. Et ça fonctionne dans toute une série de pays en Europe. On va aux Pays-Bas, ça fonctionne, et ça ne crée pas de l'inflation. On va en Suisse, ça fonctionne, et ça ne crée pas de l'inflation. Mais on regarde les mutuelles de la fonction publique. Les mutuelles de la fonction publique gèrent le régime général de la fonction publique. Personne ne se plaint. Tu dis quoi sur la grande sécu? Non, en plus c'est moi qui en ai parlé tout à l'heure. J'adore ce débat. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Non, mais par contre, je vous reviens sur mes sujets de token, mais on accompagne un pays européen qui va tokeniser son assurance chômage. Donc juste pour dire qu'il y a quand même... Mais attends, là je veux, excusez-moi, mais je veux du détail là-dessus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi, tokeniser son assurance chômage? C'est-à-dire qu'en fait... Le chômeur va recevoir en indemnité des bitcoins? Pas des bitcoins, c'est une monnaie entre guillemets qui va être créée sur mesure et qui va pouvoir intégrer d'autres indicateurs dans la durée. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste une rémunération monétaire immédiate. C'est-à-dire que par exemple, ça peut dépendre du nombre de chômeurs à l'instant T. Tu vois. D'accord. Donc tu vas pouvoir, c'est toute la richesse en fait de ces tokens, c'est de rajouter des dimensions. Et tu peux même contrôler comment ce token va être dépensé. Exactement. Par exemple, nous, on a un sujet en France, c'est que tu peux avoir un sujet de localisation de là où tu vas percevoir. Donc, par exemple, nous, beaucoup d'intermittents du spectacle qui sont au Brésil, quand ils sont entre deux contrats et ils touchent leurs indemnités de chômage en étant là-bas. Donc, tu peux intégrer des aspects de géolocalisation dedans. Voilà. Donc, tu peux gérer un certain nombre d'éléments qui vont, des attributs que tu vas mettre en plus du volet monétaire. Et c'est formidable, ça donne plein d'opportunités au régulateur s'il veut s'en saisir. En pressant les manifestations d'intermittents du spectacle. Mais t'imagines le truc, Isabelle? Non, mais Isabelle, tu étais au Brésil d'ailleurs récemment, non? Oui, c'est ça. Oui. Et pas avec des indemnités chômage. Pas avec des indemnités chômage. Non, mais c'est les stock options un petit peu, mais revisités, quoi. Les boîtes cotées et les cadres supérieurs ont des stock options. C'est vrai que les étages inférieurs n'en ont pas. Donc, s'il y a un système qu'on peut... À mon avis, l'État français trouvera un moyen de le fiscaliser. Ne vous faites pas on va d'abord laisser d'illusions. l'innovation se développer. Puis après, effectivement, il y aura forcément une voiture balai. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir une approche différente de la rémunération. Et tu peux aussi mettre des indicateurs différents. Comme c'est fait pour Messi, avec des ventes de maillots de foot, etc. Enfin, des recettes. C'est-à-dire que tu peux indexer une partie de sa rémunération en fonction d'indicateurs de performance. Et alors appliqué au chômage, ça donne quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est comme le nombre d'offres d'emploi auxquelles le chômeur a répondu. Voilà, exactement. Voilà, exactement. c'est ça. Et les formations qu'il a accepté de faire ou pas. En fait, tu as une traçabilité et une interaction avec des workflows en fait de l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire intervenir dans le cycle de paiement d'autres personnes qui sont dedans. C'est formidable. Nicolas, ça t'intéresse? Moi, ça m'intéresse. Alors, et toute la démarche monnaie digitale de Banque Centrale, elle intègre ça aussi. C'est-à-dire que, on tombe sur hélicoptère monnaie, et à un moment, c'est la possibilité qu'aura la Banque Centrale d'aller envoyer de l'argent directement vers les publics cibles qu'elle veut soutenir, et non plus d'arroser budgétairement les États en soutenant leurs dettes. Et le mettre sous condition avec des attributs qu'on va bien sûr, c'est vraiment génial. Effrayant, c'est le Léviathan. Ça, c'est le Léviathan. Ah ouais, le Léviathan. Mais quand on regarde, on parlait de l'innovation complémentaire. Tu participes à la mise en place d'une dictature effrayante. Je ne t'inviterai plus jamais, Mathieu. Pardon, Nicolas. Je reviens sur ma protection sociale complémentaire. Les retraites complémentaires, les caisses de retraite complémentaires, elles ont inventé les points. Et ça ressemble étrangement au token de Mathieu. Et d'ailleurs, ça
posent moins de problèmes parce que souvent elles sont en concurrence. Et donc il y a un mécanisme de créativité. Là, dans ce que dit Mathieu, qui fait très futuriste, ça fait tout de suite Léviathan parce qu'on se dit, si c'est un monopole qui fait ça, qui l'impose pour tout le monde, quels sont les effets que ça va avoir? Est-ce qu'il y aura des effets pervers? Mais concrètement, cet exemple de token est intéressant, comme la concurrence en protection sociale, parce que ça permet de faire émerger des pratiques vertueuses. Il lâchera pas sur la grande sécu. Il lâchera pas sur la grande sécu. Bon, mais il nous reste à chaque fois, c'est à la fin, il faut choisir. Non, quand même, moi je veux, parce qu'à la limite, les retraites, on aura l'occasion d'en reparler, et on en reparlera, mais c'est vrai que l'histoire des super profits du CAC, ça m'intéresse. Et notamment, donc, alors, elle date de 2019, l'étude que vous aviez faite, Oui. Nicolas, sur l'apport du CAC 40 à l'économie française. Je te redonne les chiffres, moi je les ai là. Hein. 389 milliards d'euros de distribution de valeur ajoutée en 2019. Les salariés en recueillent 69%. Ouais, il y avait 258 milliards pour les salariés. C'est leur traitement, leurs primes, les cotisations patronales, les cotisations salariales. Les salariés, dans une entreprise, et notamment dans le CAC 40, sont les premiers gagnants. 69% pour les salariés, 20% pour les États et seulement 11% pour les actionnaires. Ouais. Et ça, on ne le dit jamais. Mais c'est ça, ça tue le game un petit peu sur les dividendes et les super profits. Tout à fait. Il y a toute une série d'excitations sur les dividendes, de personnes qui disent qui présentent les dividendes comme étant le bonus. Vous savez, grâce aux dividendes, on va avoir un jet plus grand, une voiture plus grande et aller plus souvent au Brésil. Et c'est totalement faux parce que quand on trace les dividendes, la plupart de ces dividendes sont réinvestis. Moi, j'étais asset manager pendant 20 ans. On réinvestissait les dividendes pour nos clients. Les assureurs réinvestissent les dividendes. Les gens qui ont des PEA réinvestissent les dividendes. Et même les entreprises, quand on regarde un compte d'entreprise, elles touchent des dividendes de ces filiales et elles paient des dividendes à d'autres, qui eux-mêmes utilisent ces dividendes pour... les dividendes, c'est un peu comme les globules rouges. Ouais. On en a besoin, parce que ça fait une circulation dans le circuit économique. Et ces gens qui se focalisent sur les dividendes n'ont pas compris, ou ont peut-être compris, que c'était fondamental pour financer l'innovation et toute une série de choses. Et ils oublient totalement le nez au milieu du visage, que sont les salaires. Les salariés sont les premiers gagnants de nos entreprises. Parce que si on regarde le chiffre d'une autre façon, si on regarde la rentabilité moyenne d'une action en France, elle est de 3,2% en moyenne, hein, parce que Total c'est plus, et puis BNP c'est plus, et puis d'autres c'est moins. Parce qu'il y a des sociétés qui ne versent pas de dividendes. On achète le titre en se disant peut-être que ça va monter parce que la boîte est bien, il n'y a pas de dividende. Donc le dividende moyen, c'est 3% de rentabilité du capital. C'est pas énorme. Enfin, je veux dire, c'est un investissement risqué généralement d'investir dans une action. Et quand le dividende repart, l'investissement repart aussi. Et si l'investissement repart, l'emploi repart. Et là, on voit que les entreprises qui ont beaucoup de versés de dividendes, je crois que c'est Carrefour, LVMH, Capgemini et Vinci qui sont parmi les records, c'est aussi parmi les plus gros recruteurs de France. Et si l'emploi repart, c'est bien aussi grâce à ces gens. Donc, je ne vois pas le débat sur les dividendes. À chaque fois, il me laisse un peu interrompre. Mais oui, mais pourtant, il mais revient. 3,2% de rentabilité du capital. Il revient de manière permanente. Ouais. Et en plus, quand on touche un dividende, on ne s'enrichit pas. Parce que, imaginez, vous avez une action d'une entreprise, elle vaut 100. Elle vous distribue 3 dividendes. Vous avez vos 3, et il vous reste votre action qui vaut maintenant 97. Absolument. Donc en fait, il y a zéro création de richesse. C'est vraiment... Il y a zéro création de richesse, mais il y a quand même enrichissement de l'actionnaire en ce qu'il récupère une partie de l'investissement qu'il a fait. J'ai aucun problème avec ça. C'est neutre. Mais il récupère de manière directe, ça y est, c'est à lui, liquide, Ouais. Et une il partie de paye des l'investissement qu'il a taxes fait. sur les Il paye des dividendes, taxes. sauf s'il est en Tout à fait. PEA et encore. Et il paye 30%. Et donc il absolument. paye 30% et donc il reverse encore. Alors, dans vos calculs, peut-être que c'est intégré, C'est le intégré. reversement de l'État. Voilà. Ah oui, fais leur confiance, c'est intégré. Ah. Mais est-ce que les rachats d'actions, ils sont intégrés dans les calculs là? Parce qu'il peut y avoir quand même un petit biais, parce que c'est une façon de rémunérer l'actionnaire Bien sûr. Ouais. et qui n'est peut-être pas dans le calcul qui est présenté là, me semble-t-il. Le rachat d'actions, il fait de la plus-value, en fait. Oui, mais il de te fait, génère... mais de fait, c'est une rémunération de l'actionnaire. Indirect. Ah oui. Et Enfin, ça, c'est il une semble- rémunération de l'actionnaire s'il décide de vendre. Si en le tout cas, cours monte et qu'il ne vend pas, c'est pas une rémunération Ouais, de enfin, en tout cas, l'actionnaire. ça crée une plus-value latente. Ça crée une plus-value. Le rachat, latente. Mais problème, dans la absolument. distribution en fait du coup du profit, on va dire, il faut quand même prendre en compte aussi les rachats. Le rachat d'actions, il n'est pas Et d'ailleurs- positif à long terme parce que si vous rachetez vos actions, vous servez pas de Alors, cet c'est argent pour exactement- investir. Et, Donc, et moi, je crois qu'en fait, il vaut mieux enfin, moi, je Il est crois positif à court terme. Je pense qu'il y a un sujet sur les rachats d'actions quand même. Ça démontre parfois l'absence de projet de bien sûr. développement c'est ça que ça d'un montre. certain nombre d'entreprises. Et je trouve que c'est plus préoccupant parfois Bien que
du versement de dividendes en lui-même, qui est un mécanisme simple et transparent, quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, il faut, à mon avis, bien regarder si c'est dans le calcul ou pas. Non, ou alors je sais pas, c'est Nicolas qui a fait le Clairement, calcul. dans le calcul, on n'intègre pas les rachats d'actions. Ouais, d'accord. Parce que ça génère de la plus-value et on n'intègre pas la plus-value. Le débat, il est sur les dividendes. Mais cette... Et le Bitcoin ne verse pas de dividendes, tu sais ça. Oui, mais enfin, tu veux regarder combien il a pris combien il a perdu sur les 4 dernières années. Ça Oui, voilà. dépend à quel moment tu regardes. Tout dépend à quel niveau tu rentres. Ah ben ça, c'est comme voilà, C'est comme l'ensemble de Non, non, ces mais actifs. ça, Mais c'est- cette idée, quand même, juste pour finir notre débat, là, qu'on n'arrive pas dans notre cher et vieux pays, on a commencé sur notre perte de compétitivité, sur l'idée d'un commerce extérieur qui se dégrade. On a là, j'en sais rien, la FEP, c'est enfin les grandes entreprises, on a là 50, 60, 70 entreprises qui cumulent tout, quoi. C'est la tête de la recherche privée, c'est les meilleurs salaires et les meilleurs emplois, c'est notre capacité encore à exporter. Ils n'arrivent pas, mais je pense, tiens, c'est une question pour toi, Isabelle, parce que c'est un peu de leur faute en matière de communication. Je veux dire, par exemple, il y a zéro communication sur les dividendes. Tu vois, tous les ans, Parce tu que sais que la polémique On va n'arrive monter. pas à communiquer positivement sur les dividendes. Aujourd'hui, les, mais les enfin, entreprises c'est ton qui boulot, faut versent s'y beaucoup de mettre. dividendes, ouais, tu sais, parfois la communication ne fonctionne pas. On n'arrive pas à communiquer de façon positive parce qu'en France, on a un ressenti contre. On n'a pas un ressenti contre le Bitcoin et le casino. Le casino, c'est super, c'est génial. Mais gagner de l'argent parce qu'on a gagné 3% sur un investissement qu'on a fait, c'est pas bien. Gagner 0,5% sur un livret A, c'est génial. Enfin, en tout cas, on est content. Gagner 3% sur une action X ou Y, je ne vais pas citer d'entreprise, c'est pas bien. Je ne comprends pas pourquoi, j'y arrive pas. Et c'est pas une question de Au communication. boulot. Les gros dividendes des banques, les gros dividendes des banques qui sont parus, au lieu de se dire c'est bien, on a des banques qui sont championnes d'Europe et qui donc à terme vont peut-être participer à la consolidation européenne du secteur bancaire que certains voient venir. Donc c'est super. On a les champions européens. Ben non, on se dit nos banques elles ont trop de dividendes, ça va pas, c'est pas bien. Donc c'est compliqué. Hein. Je vais modérer. Pourquoi ? Et Total, quand il fait un super dividende, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je vais donner 100 euros Tiens, je sais pas de si- chèque consommation pour rendre un peu d'argent. Tiens, je voulais vous montrer ça d'ailleurs. Qui me le donne une chiffre action de Total, moi, je serais je ne sais pas content. si on a l'image. C'est vrai que j'avais oublié, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on l'ait. Bon, peu importe. Parce que Total publie la façon dont ils vont pivoter sur leurs énergies. C'est très spectaculaire quand même. Très spectaculaire. Et avec ça, il faut de l'argent pour ça. Il faut investir. Exactement. Alors, je vais Nicolas. modérer ce que dit Isabelle, ou plutôt compléter avec un autre aspect. Il y a beaucoup de bruit sur les dividendes, on est d'accord. À chaque fois qu'il y a des dividendes, il y a des gens pour les critiquer. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui parlent bien des dividendes. Vous allez au conseil d'administration des caisses de retraite. Et là, ils vous disent, ben, voilà, on a réussi à préserver notre point parce qu'on a fait du rendement et notamment des dividendes. C'est vrai chez les pharmaciens, c'est vrai l'établissement de retraite additionnelle à la fonction publique. Hein. Qui est en voie totale, là. Regardez ça, c'est spectaculaire. Vas-y, continue. et donc, Nicolas. Laissez-le pendant que Nicolas En fait, il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'intérêt des dividendes. Oui, enfin, sauf que j'ai pas entendu Oui, parce qu'on les les entend. patrons de ces caisses de retraite venir dire à la on les télévision entend à jamais. 20h, Mais c'est le dividende qui paie vos retraites. J'aimerais bien. quand ils rendent compte à leur sociétaire, T'as raison. ils l'expliquent. Bah oui. C'est-à-dire qu'on entend ceux qui braillent, mais il y a aussi un grand nombre de personnes qui comprennent l'importance de C'est ces ceux qui mécanismes. connaissent effectivement la bourse et qui sont épargnants en Ouais. actions, connaissent Ou tout effectivement la simplement qualité. sociétaires de leur Mais mutuelle. on est très peu, Et 6%. Ils se déplacent, ils votent pour le conseil d'administration de leur caisse, ils s'impliquent dans la vie dans la vie sociale. Les amis, merci pour tout. Pas encore au CAC 40, Mathieu, bientôt. J'espère. Bientôt. C'est une ambition. Exactement. Et Sandek, c'est une ambition ? Au CAC 40 CAC Non. 40, c'est peut-être un peu gros. C'est un peu gros, quand C'est même. un peu gros. C'est un peu gros. SBF 120 avant ça. Oui, Ouais, c'est voilà, possible. ça. Ouais, voilà. Merci à tous. Demain, donc, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi. Tiens, lundi, d'ailleurs, on aura alors une série de thématiques la semaine prochaine. Donc, on parlera de souveraineté numérique. Et puis, mardi, on reviendra sur l'industrie et sur cette affaire de perte de compétitivité. On passera 1 heure là-dessus, justement, pour aller soulever l'ensemble des sujets. Bon week-end à vous. À lundi. Demain, Aurélie Planex.